première séance de l'année et donc c'est l'heure des grandes résolutions ou l'exercice des perspectives, des projections. Et John Plassard est avec nous par téléphone pour entamer cette année sur les marchés, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous aux questions très ouvertes en cette première séance de l'année. Quels sont pour vous les grands défis en matière d'investissement, bien sûr, pour 2023 ? Écoutez, il y en a plusieurs, mais il faut juste rappeler une chose, et en fait c'est à chaque fois la même chose en début d'année, c'est qu'il faut quand même se rappeler que l'année 2022 a été une année absolument extraordinaire dans le sens littéral du terme, parce qu'on a quand même eu une guerre à la frontière européenne qui est toujours là, une inflation qui est au plus haut depuis 40 ans dans certains pays, vous avez des risques de récession qui n'ont jamais été aussi grands, vous avez une politique du Covid-0 en Chine, l'implosion des crypto-devises, et puis des devises mondiales, globales, qui ont eu une extrêmement forte volatilité. Donc je dirais que lorsqu'on regarde l'année 2022, pour se donner des défis pour 2023, je dirais que la première des choses, c'est de restaurer la confiance. Et la confiance avait été mise à mal énormément. On l'avait vu dans les enquêtes, même si elles ont quelque peu rebondi en décembre, mais on a vu dans les enquêtes, notamment la confiance des consommateurs, et on sait que c'est ce qui tire la croissance. La deuxième chose, puisque je parle de croissance, c'est de restaurer la croissance, puisque si on sait globalement, ou si on estime qu'on va rentrer en récession au début de cette année, en Europe en tout cas, les États-Unis, on pourra en parler, mais concernant l'Europe, c'est la récession où on serait déjà en récession dans certains pays européens, donc c'est restaurer la croissance en deuxième partie d'année. Et le troisième défi, après la confiance et la croissance, c'est la crédibilité, et surtout la crédibilité des banques centrales, puisqu'on a vu, et on en a assez parlé ensemble, Grégoire, on a vu que les banquiers centraux avaient manqué de crédibilité, ce qui avait poussé certains banquiers centraux, notamment aux États-Unis, à faire leur mea culpa. Et je vous rappelle quand même une chose, Grégoire, et on en avait aussi parlé ensemble, c'est que il y a exactement une année, la Réserve fédérale américaine anticipait 3 hausses de taux sur 2022. 3 hausses de taux, et on a terminé l'année avec 17 hausses de 0,25 points. Donc on est dans une situation où effectivement, lorsqu'il faut se fier aux banquiers centraux, on a eu un gros problème l'année passée, et c'est ce problème de crédibilité qui doit être restauré si c'est possible. Est-ce qu'il y a une banque centrale, parmi les grandes banques centrales, qui a un problème de crédibilité plus important que d'autres à ce stade, John ? Oui, c'est la Banque centrale européenne. Effectivement, puisqu'on a vu que malheureusement Madame Lagarde et les personnes qui travaillent avec elle ont continué à marteler que effectivement c'était de l'inflation transitoire, terme qui avait été abandonné en novembre 2021 par Jérôme Powell, mais qui a été abandonné à demi-mot en avril de 2022 par la Banque centrale européenne. Et on sait pertinemment, et les études historiques nous apprennent que plus on lit mal, c'est-à-dire les banquiers centraux lisent mal la courbe de l'inflation, plus c'est difficile de faire baisser cette inflation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très concrètement, si on lit mal la trajectoire de l'inflation, il va falloir monter les taux encore plus haut que ce qui aurait dû l'idéal, s'il y a un idéal de hausse de taux, ou en tout cas les garder à un niveau très élevé pendant plus longtemps que prévu, c'est-à-dire que le fameux pivot de la BCE, par exemple, ou de la Fed, il faudra le remettre au calendrier grec, voire évidemment à 2024. Quand on regarde ce que les marchés anticipent, John, il y a des prix pour anticiper toutes sortes de choses dans les marchés. Il y a quand même l'idée, à terme en tout cas, que les banques centrales maîtriseront l'inflation. Quand on regarde les anticipations d'inflation dans le marché, sur des horizons de 12, 18, 24 mois, elles reviennent peu ou prou autour des 2% en zone euro et aux États-Unis. Et sur le plan de la croissance économique, là aussi, on a le sentiment, quand on regarde, le niveau des marchés actions, par exemple, du Dow Jones ou des indices en Europe, on a l'impression que l'idée de la récession, je ne vais pas dire ne fait pas peur, mais en tout cas que tout le monde s'accorde à dire que cette récession sera transitoire, peut-être d'ailleurs, si je peux reprendre cette expression. En tout cas, que ce sera une récession technique, modérée, légère. Voilà, chacun trouve son qualificatif. Ça laisse apparaître un scénario assez idéal
dans le consensus aujourd'hui des marchés. John, que penser du consensus tel qu'il est formé en ce début d'année 2023 et quels sont les risques associés à ce consensus de marché? Écoutez, c'est une très bonne question parce que vous savez, Grégoire, en début d'année et chaque début d'année, s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que le consensus est faux. Et la trajectoire idéale que vous êtes en train de décrire, elle est très certainement fausse. Parce qu'on sait qu'on a plusieurs signes noirs. Bon, on peut pas prévoir une autre guerre et on l'espère absolument pas. Mais on se rend compte que ce scénario de récession, comme vous l'avez dit, ou de soft landing aux États-Unis et une récession légère en Europe, et après un redémarrage de la croissance au deuxième semestre de l'année 2023, eh bien, est partagé par absolument tout le monde. Avec, comme vous l'avez dit avant d'ailleurs, avec une faiblesse du dollar qui continue à connaître une certaine faiblesse, notamment face à l'euro. Et c'est ici qu'il faut essayer de travailler dessus parce qu'on sait que ce scénario idéal, qui serait très sympathique d'ailleurs, puisqu'il pousserait notamment la confiance des investisseurs et qui, en définitive, tirerait les entreprises vers de nouveaux bénéfices, eh bien, on est dans une situation où effectivement, on est dans ce scénario idéal qui, d'une manière ou d'une autre, va dérailler. Alors, qu'est-ce qui pourrait le faire dérailler? Alors, la première chose, évidemment, c'est l'inflation qui reste beaucoup plus haute que d'habitude. Une inflation qui, potentiellement, puisqu'on sait que l'inflation, les chiffres de l'inflation sont extrêmement volatiles, eh bien, une inflation, par exemple, qui repart à la hausse. Alors, pas sur le pic qu'on a connu l'année passée, mais qui repartent à la hausse. Alors, ça change absolument tous les scénarios des investisseurs. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle une erreur de politique monétaire, c'est-à-dire pourquoi pas, alors c'est pas du tout mon scénario, mais pourquoi pas une banque centrale américaine qui décide en deuxième partie d'année de baisser ses taux parce que en fait les États-Unis rentrent dans une récession plus importante que prévu et que pourquoi pas, même si l'emploi est très résilient, eh bien le taux de chômage monte plus rapidement que prévu. Vous savez, les variations de l'emploi, même si c'est pas dans le scénario global, eh bien les variations de l'emploi vont très très rapidement. Donc en fait, le problème, c'est pas de savoir, je dirais, ce qui va fonctionner, mais c'est de savoir ce qui ne va pas fonctionner. Et il est sûr que ce scénario dont on vient de décrire, eh bien, ne sera pas le scénario en fin d'année. Et on voit notamment, vous savez, Grégoire, sur les estimations de tous les analystes, de toutes les banques, eh bien, en début d'année passée, par rapport à leurs prévisions de croissance sur le S&P 500, je ne parle même pas de l'Europe, eh bien, il y avait une volonté d'avoir une hausse très importante au-delà des 5000 points, notamment sur le S&P 500, ce qui ne s'est absolument pas produit. Et on est dans un scénario où on parle des États-Unis qui sont beaucoup moins affectés par la guerre en Ukraine, par exemple. Oui, on est à 3008 sur le S&P 500, effectivement, aujourd'hui. Il y a des risques de bonnes surprises aussi, John, au démarrage de cette année 2023. C'est-à-dire, on est passé par tellement de chocs, de Black Swan au cours de l'année 2022, qu'il y a peut-être aussi des choses qui peuvent s'améliorer en relatif. Je pense d'ailleurs que ça, c'est potentiellement, eh bien, là où le consensus a tort de dire que la première partie d'année sera catastrophique, et ça pourrait justement être le verre à moitié plein, je dirais, puisqu'on est quand même dans une situation où, si on essaye d'être assez froid, eh bien, on a le scénario où les États-Unis ne rentrent pas en récession première partie d'année. On a une Fed qui cesse de relever ses taux assez tôt cette année. On a la Chine où, malgré le fait que vous avez cette réouverture qui est très mouvementée, mais qui retrouve une croissance stable assez rapidement au début d'année. Et on a l'Europe qui réussit la transition de son économie vers une plus grande indépendance vis-à-vis du gaz russe. Et donc on est dans une situation potentiellement, dans ce scénario un peu idéal, je l'avoue, eh bien on est dans une situation où le consommateur européen repart de l'avant. Le consommateur américain, on a vu qu'il reste extrêmement résilient, beaucoup plus que pourraient ne penser les gens, puisque il continue d'utiliser ses cartes de crédit, il reste avec un taux de chômage qui est très bas.
et puis il puise toujours dans son bas de laine. Vous savez, l'épargne américaine est quasi au plus bas, mais l'Américain continue à dépenser, et en fait on est dans un scénario idéal où en fait ces premiers jours de 2023 prennent à nouveau de court le consensus, parce que on se retrouve dans un scénario inverse où on continue de monter, et les gens qui ont perdu plus de 20% l'année passée en moyenne, eh bien se disent que c'est peut-être le moment de revenir sur le marché des actions, et que en fait on peut aller dans un scénario de chasse aux bonnes affaires qu'on n'avait pas du tout eu l'année passée. Et je vous rappelle quand même qu'on a des chutes, notamment dans le secteur de la croissance et dans le secteur de la technologie aux États-Unis, qui ont été absolument phénoménales, avec des grandes valeurs qui ont perdu plus de 70%. Donc on peut imaginer que là-dessus, vous avez les grands fonds de pension qui reviennent massivement sur les marchés aux États-Unis et qui rachètent le marché. Et ça, ce serait totalement à l'encontre du consensus. Donc effectivement, on a ce scénario positif qui pourrait se matérialiser, et c'est le premier jour, même si on sait aujourd'hui que ça ne va pas vraiment faire référence, parce qu'il n'y a pas de volume du tout, et vous avez plein de places boursières qui sont fermées, eh bien potentiellement ce premier jour de cotation pourrait être l'idée qu'on pourrait se faire d'un marché assez idéal, en tout cas dans les premiers mois de l'année. Est-ce que ça peut profiter à l'Europe ? Je vous entendais effectivement évoquer la possibilité quand même que certains grands investisseurs se réintéressent aux valeurs américaines, aux grandes valeurs américaines massacrées en 2022, et notamment les GAFAM ou le secteur de la technologie. Ça se ferait au détriment de l'Europe, John ? Est-ce qu'il y a une vision différente dans laquelle l'Europe pourrait continuer de surperformer ? Parce que la surperformance des actions européennes par rapport aux actions américaines, on la constate quand même depuis quelques temps maintenant. Oui, tout à fait. Mais vous savez, le problème, c'est à nouveau ce qu'on dit, c'est la question du consensus, c'est que en chaque début d'année, depuis plus de 40 ans, eh bien, on dit qu'il faut surperformer l'Europe. Et à chaque fois, c'est les États-Unis qui gagnent, malheureusement. Alors, est-ce que cette année, c'est différent ? Parce que évidemment, ça peut être différent. Il faudrait, ici, pour l'Europe, eh bien, on a vu l'année passée, si vous prenez par exemple le CAC 40, les valeurs qui ont le plus monté étaient Total, Thales, notamment. Et donc, il faudrait que, par exemple, le secteur du luxe reprenne de l'avant. On a vu que Kering était une des valeurs qui avait le plus souffert, mais si vous avez la Chine qui rebondit plus fortement que prévu, eh bien, potentiellement, ça peut être une bonne idée, et ça peut être un soutien pour les marchés européens. Le seul problème, il y a plusieurs problèmes en Europe, mais c'est que, effectivement, on a cette dépendance énergétique, puisque si vous parlez avec les spécialistes de l'énergie, on vous parle pas du tout de l'hiver 22-23, on vous parle de l'hiver 23-24 qui sera soi-disant le plus rude concernant les prix de l'énergie et les stockages de l'énergie. Donc il faudrait qu'on trouve une alternative, non pas dans les énergies renouvelables parce que c'est trop tôt malheureusement, mais avec d'autres partenaires qui puissent combler le trou qu'on a potentiellement en 2023 et 2024. Et là, on serait dans une situation où effectivement, on aurait moins de tensions politiques, parce que je vous rappelle quand même que la politique en Europe, on n'en parle plus du tout, alors qu'on a un nouveau gouvernement en Italie, on a un nouveau gouvernement en Suède, on a un gouvernement qui n'est pas du tout apprécié en Allemagne, et en France, on n'a pas le président Macron n'a plus la majorité totale. Donc on est dans une situation où aujourd'hui, c'est assez un scénario idéal, entre guillemets, politique, mais que, évidemment, s'il y a d'autres tensions, ça va revenir sur le devant de la scène. Donc effectivement, je dirais que la clé pour l'Europe, c'est vraiment d'essayer de trouver une alternative, je sais que c'est très compliqué, mais une alternative à cette dépendance énergétique, et potentiellement, alors évidemment ça ne plaira pas aux skieurs, mais potentiellement d'avoir un hiver un peu plus chaud que prévu. Merci beaucoup John pour ces premières perspectives de début d'année, pour cette première séance de l'année 2023. John Plassard était avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de Mirabeau. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Comme d'habitude, on se retrouve évidemment à 17h en direct pour la suite sur Bismart.